Merci et bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va. Ça vous a intéressé le cas Alexis Kohler, monsieur le... Mais il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ça ne tient pas son argument. D'ailleurs, vous l'avez rappelé dans votre éditorial. Il y a des ministres qui ont été exécutifs. La séparation des pouvoirs, c'est que le législatif, il est là pour contrôler l'exécutif. Ce que certainement a voulu soulever Alexis Kohler, c'est l'immunité présidentielle. Pourrait s'appliquer par prolongation au secrétaire général de l'Élysée. Il n'est pas président, monsieur Alexis Kohler. Ou alors ça m'a échappé. D'abord, il n'est pas président. Vous lui dire qu'il n'est pas président parce que... Alors c'est ça la bonne information. C'est que depuis 2017, il pensait peut-être qu'il était président bis. Oui. Ah oui, non mais vous avez parfaitement raison. Je viens de comprendre en fait. Vous avez compris, c'est l'immunité présidentielle. Effectivement, il était président bis. Mais on va aller un peu plus loin, si vous permettez. Moi, je fais partie avec certains constitutionnalistes. Je pense que rien n'interdit en réalité une commission d'enquête parlementaire d'auditionner, si c'est nécessaire, le président de la République. Je veux dire pourquoi ? Parce que la Constitution dit que l'immunité présidentielle, ça veut dire aucune convocation d'une autorité administrative ou judiciaire. Tranquille, parce que le président, il n'est pas dans cette affaire-là. Alexis Kohler, c'est un secrétaire. Ah mais il doit répondre. général. Là, il a encore 2 ans d'emprisonnement. Oui, mais vous savez très bien que personne ne viendra le chercher. Donc je veux bien qu'on donne des leçons à la France entière. Je veux bien que la Macronie donne des leçons à la France entière. Que M. Attal sorte son petit slogan « tu voles, tu payes », etc. Je veux bien ça. Mais quand le principal collaborateur du président de la République est convoqué et qu'il fait un bras d'honneur, parce que ça s'appelle un bras d'honneur, pas à la justice française, mais au Sénat, eh bien, évidemment qui gardent leurs leçons pour eux, c'est tout. Je crois que les sénateurs n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Oui, les sénateurs... aussi, parce que là, vous avez dit qu'il avait déjà refusé une première convocation sur le dérapage des finances publiques. Il pourrait y avoir des conséquences. En tout cas, Éric Coquerel a dit qu'il pourrait le poursuivre. Mais alors, qui est le président de cette commission du Sénat qui a dit ça ne correspond pas aux échanges qu'on avait eus avec des éléments, avec des dossiers écrits. Voilà, c'est Alexandre Ouizouille, sénateur PS. Il a dit cela ne correspond pas à l'esprit qui était celui des échanges qu'on a eus avec l'Élysée. Parce qu'évidemment, l'Élysée a dû leur dire il viendra et tout ça. Comme toujours, évidemment. Non, ils ont même remis des éléments écrits, des dossiers. Donc. Je ne vois pas en quoi le fait de nous envoyer des documents ne serait pas couvert par le principe de séparation des pouvoirs et pourquoi le fait de venir en audition le serait. C'est une incohérence, mais il a complètement raison, ce monsieur Ouizouille, que je ne connaissais pas. Sénateur socialiste. Eh bien, écoutez, mais on va voir. On va voir. C'est-à-dire que c'est 2 poids, 2 mesures. Donc, les uns et les autres qui nous écoutent, je veux bien que tout le monde... En fait, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Nous, on a été devant une commission d'enquête. Oui. Bon, j'y suis allé. Mais vous êtes tenu d'y aller. J'y suis allé. Parce qu'on peut vous faire quérir par la force publique. Et j'avais peur qu'ils me quérissent, comme vous dites, par la force publique. Je ne le souhaitais pas. Donc, mais j'y suis allé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes tous bronzés, d'ailleurs. Hein. Comment vous avez tous pris d'air? Alors, vous êtes en vacances le week-end. Vous avez tous bonne mine, bronzés. Tout vous irrite ce matin. Non, ça n'irrite pas. Ça ne m'irrite pas. Je souligne le 2 poids, 2 mesures. Mais on comprend la malignité qu'il y a dans votre colère. Oui, mais pour autant, oui. Est-ce qu'il a raison il a servi pendant 7 ans l'État. Vous ne pouvez pas tout à la fois reprocher en permanence à l'exécutif d'être trop faible et vous étonner que quelqu'un qui a été secrétaire général de l'Élysée hésite ou répugne à répondre à des parlementaires endiablés. Voilà. Moi, je suis assez... Endiablé. C'est la parlementaire. Endiablé. Ça va. Non, je suis pas... Quel endiablé? Pourquoi endiablé? Ils sont dans leur rôle. Non, mais il faut leur faire rendre gorge. Non, mais c'est bien d'avoir un avis d'abord contradictoire. Bien sûr. Et vous l'exprimez. Par exemple, Louis de Ragnel me dit sur Alexis Kohler, ce sont les ministres qui doivent assumer les choix politiques, ce sont eux qui doivent être auditionnés. Le problème, comme les ministres ne démissionnent plus, ils se plaignent systématiquement de l'ingérence élyséenne. C'est ça le problème. Si des collaborateurs du président ou des ministres comparaissent devant des commissions, alors on en fait des responsables politiques et on accélère l'affaiblissement du pouvoir politique. Il ne me paraît pas totalement scandaleux que l'immunité du président s'étende à ses collaborateurs les plus directs, à ses conseillers politiques. Dans l'affaire Benalla, le directeur de cabinet du président avait été auditionné. Moi, je pense moi, j'entends l'argument de Ragnel. Mais il peut venir le dire, M. Kohler. J'entends son argument. C'est un argument, mais qui viennent. Mais ce n'est pas l'argument qu'il a donné. L'argument qu'il a donné, comme Georges l'a très bien rappelé, c'est la question de la séparation du pouvoir. Or, constitutionnellement, il est dans l'erreur totale. Ou alors l'enfumage total. Il ne s'agit pas de séparation du pouvoir, puisque ce sont des parlementaires. Par définition, les parlementaires contrôlent. C'est simplement, en Macronie, on a tellement l'habitude de s'asseoir, de s'essuyer les pieds sur le Parlement, les députés ou les sénateurs, que évidemment, quand ils demandent des comptes, on se dit, mais comment vous osez
Comment se fait-il? Je trouve que mais qui êtes-vous que ça choque un peu les uns et les autres. C'est très choquant, mais je vous dis, à mon avis, il va devoir y aller. Hein. Oui, moi, je serais sénateur, je ne lâcherais pas le match. Surtout que cette question... Mandat d'amener. Je vous connais, vous, Georges Fenech. Surtout que c'est l'un des Georges Fenech, et puis le lendemain, c'est un autre. Bon, surtout que cette question... Que vous êtes un dur. Faux dur. Vous êtes un faux. Oui. Non, pardon. Surtout que la question là, qui est en cause, évidemment, sur l'affaire Nestlé ou autre, il ne s'agit pas d'affaires d'État, il ne s'agit pas de décision du président de la République, il s'agit quand même de quelque chose qui concerne d'abord directement Alexis Kohler, utilité personnelle. Il y a un vrai scandale d'État là-dessous. Écoutez, ça, ne disons pas ça non plus, parce qu'on n'en sait rien. Lisez un petit peu, vous verrez. Moi, je me suis intéressé à cette affaire. Oui. C'est un vrai scandale d'État, cette histoire de Nestlé. Ça fait encore longtemps que... Ils ont laissé embouteiller des eaux dont on savait qu'elles étaient nocives pour la santé. Oui, alors ce que je vous propose, c'est comme vous dites, je l'ai lu, vous l'avez lu, mais soyons prudents sur une affaire qui est en cours et restons simplement sur la forme. Il est convoqué, il doit venir. S'il ne vient pas, il est passible d'une condamnation. C'est la seule chose, moi, qui m'intéresse. Sabrina Berlin, parlez-nous de ce qui s'est passé ce matin avec Thomas Bonnet dans le journal L'Opinion et une révélation, peut-être, de ce journal sur un rapport. Sabrina détaille peut-être les éléments. En fait, c'est un rapport sur les frères musulmans qui a été commandité au printemps 2024 par Gérald Darmanin, qui a été confié à un ancien ambassadeur, à un ancien préfet, pour faire un état des lieux de la mouvance des frères musulmans en France. Et c'est certains de ces éléments qui ont été révélés ce matin. Tout à fait, oui, c'est le rapport Gouillette-Courtade, il s'appelle comme ça, qui cartographie la présence des frères musulmans en France et il alerte sur les dangers de son entrisme. Dans ce document figurent les noms de la petite pyramide resserrée qui sont au sommet de cette organisation des frères musulmans. Il y a aussi des informations sur les fonds et les circuits financiers, sur le mode opératoire aussi qui est mis en place à travers des associations sportives, des associations cultuelles pour maîtriser les mosquées. C'est ce que nous rapportent donc nos confrères de l'Opinion. Il précise aussi que ce sont 130 à 140 lieux de culte musulman qui seraient affiliés, mais pas que. Il y a aussi les lycées Avoharès de Lille, Al-Kindi près de Lyon, dont les contrats d'association avec l'État sont résiliés, je vous le rappelle. L'Institut de formation de Château-Chinon aussi, ou encore l'ex-CCIF, le comité contre l'islamophobie, dissous en France, oui, mais toujours actif en Europe via la Belgique. L'autre danger pointé dans ce rapport, ce sont évidemment les risques de clientélisme, notamment via les élections municipales. Il faut bien comprendre que le ministère de l'Intérieur dénonce ici une organisation et un mode opératoire visant à faire, je cite, basculer toute la société, tout un territoire dans la charia. Alors Éric Ciotti était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Il a parlé notamment du voile et de ces sujets-là. Je vous propose de l'écouter. La question du voile dans le sport. Vous avez vu ce débat, c'est un débat qui n'est pas majeur quand même, et c'est un débat qui peut être réglé facilement. Interdire les signes religieux dans le sport. M. Retailleau a dit les choses. Le Premier ministre, immédiatement, a dit l'inverse. La ministre des Sports a dit l'inverse. Donc ce que je veux souligner, c'est que la situation politique, avant l'été à l'Assemblée nationale. Elle plaide à l'impuissance, elle plaide à la lâcheté, parce qu'elle est le fruit de la compromission de l'Alliance contre nature entre les insoumis et certains, jusqu'à certains républicains, aux élections législatives. C'est pour ça qu'on est dans cette situation d'impuissance. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas les mots, les paroles, on peut les approuver. Bon, je peux approuver ce que dit M. Retailleau, c'est pas le sujet. Mais où sont les actes ? Bon, et on parlera tout à l'heure de sport et islamisme, parce que souvent je dis que le sport est presque un laboratoire, et on écoutera de nouveau Caroline Yadan, ce qui s'est passé chez nos amis de RMC et de cette émission qui s'appelle l'After Foot. C'est très intéressant et très révélateur, me semble-t-il, du climat d'aujourd'hui. Thomas Bonnet. D'un point de vue politique, Bruno Retailleau était venu sur notre antenne il y a quelques jours parler justement de ce rapport qu'il veut déclassifier. L'objectif pour lui, c'est de provoquer un électrochoc dans l'opinion publique. On a légiféré sur le séparatisme, on a évidemment fait des lois spéciales pour le terrorisme islamiste. Les frères musulmans, il va falloir s'y attaquer. Marine Le Pen, notamment, réclame l'interdiction totale des frères musulmans. Je rappelle que Bertrand Chamelot, qui est le directeur de la Sûreté territoriale, disait qu'il y avait environ 100 000 fidèles aujourd'hui qui fréquentent des lieux de culte qui sont affiliés aux frères musulmans. Donc c'est un nombre très important. Thomas Bonnet sur Europe 1 et sur CNews à 9h10.
Joseph Massescaron. Le rapport, c'est très très bien. Il faudrait quand même aussi ne pas oublier le travail et les risques professionnels qu'elle a pris, universitaires, de Mme Bergeau-Blecker, parce que son livre sur le frérisme, c'est lui quand même, qui fait autorité sur les frères musulmans. C'est elle qui a commencé à réveiller l'opinion publique. Donc il ne faudrait pas simplement faire comme si cet élément tombait tout d'un coup et qu'on le découvrait. Ça fait longtemps qu'on le sait. Premier point. Deuxième point, sur les politiques, pendant très longtemps également, on a considéré qu'il y allait avoir une forme de parti musulman qui allait apparaître. C'est pas ça. Avec le frérisme, il se diffuse partout. C'est-à-dire, il se diffuse dans le mouvement, dans le mouvement La France Insoumise, mais aussi parmi les centristes. Bien évidemment, vous avez des maires adjoints qui sont fréristes. Et ça, en effet, c'est le clientélisme. Alors, je vais vous faire écouter, et c'est très révélateur, cette émission de RMC que les amateurs de foot connaissent peut-être, ça s'appelle After Foot, notamment Daniel Riolo est présent dans cette émission. Et puis, ils ont invité, la semaine passée, la députée Renaissance Caroline Yadan. Et Caroline Yadan s'est donc exprimée sur l'intervention ou l'influence de l'islamisme, pas de la religion musulmane, de l'islamisme dans le sport. Et elle a pointé du doigt la présence de salles de prière dans certains clubs. On les connaît, a affirmé l'élu. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait, d'autres qui demandent des salles de prière, etc. Mais ça, surtout, c'est ça qui est intéressant. Ça a déclenché dans cette station des réactions tellement vives que les présentateurs se sont excusés simplement d'avoir invité Madame Yadan. Et qu'un chroniqueur qui était venu d'ailleurs sur notre plateau lorsqu'il y avait 20h foot, que je connais bien, qui est un homme sympathique, qui s'appelle Walid Acherchour, a dit « Moi, je quitte pour le moment, en tout cas, je me mets en retrait de RMC. » C'est-à-dire que Madame Yadan est simplement condamnée parce qu'elle a parlé. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit sur ce plateau. Et ils ont arrêté également le modérateur pendant l'émission parce qu'elle se faisait insulter. Et je ne rapporterai pas les insultes antisémites que Madame Yadan recevait. Écoutez Caroline Yadan, elle s'est exprimée sur le plateau de RMC. En fait, on parle de quoi ? On parle de un projet politique qui est l'islamisme, qui a pour objectif d'imposer aux autres, sous couvert de foi, un comportement sans qu'il y ait la possibilité pour l'autre, éventuellement, d'échapper à l'imposition de ce dogme-là. Lorsque on milite, par exemple, pour qu'il n'y ait pas, pour aménager des vestiaires, pour pouvoir prier. Lorsqu'on refuse de saluer un adversaire, lorsque on refuse de s'incliner, lorsque on ne veut pas créer de clubs mixtes sous prétexte qu'on ne veut pas être en contact avec des filles, lorsque on veut imposer les voiles. Pardon, moi je suis une femme. Qu'est-ce que dit le voile, au-delà même de ce qu'il représente d'un point de vue politique par rapport aux frères musulmans, puisque c'est l'étendard des frères musulmans. Et pour vous, le voile, c'est l'islamisme. Non, attends. Ce que vous dites. Je vais dire juste deux choses. Je pense qu'on ne peut pas omettre le fait que l'étendard de l'islamisme aujourd'hui et le voile, et qu'on voit ce qui se passe en Iran et ce qu'on a en Afghanistan, et qu'on est donc face à un dogme qui passe d'abord et avant tout par les femmes et par ce voile-là, d'une part. Et d'autre part, moi en tant que femme, pardon, lorsque je vois ce voile sur la tête des filles, voire des petites filles, puisqu'on a vu dans le rapport, il y a des enfants de 9, 10, 11 ans qui se voient imposer le voile par leur famille. Je dis quoi ? Je dis que c'est un signe de patriarcat et je dis que ce voile-là, il vient dire à la femme, tu es un objet sexuel et tu es responsable du désir que tu inspires chez l'homme. Et c'est donc le symbole par définition de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ces femmes-là, je ne dis évidemment pas que toutes les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je dis qu'elles se font manipuler par cette idéologie-là. Vous pensez qu'elles sont toutes manipulées ? Non, attendez, je pense en tous les cas... Il y a des histoires différentes derrière chaque femme qui porte un voile. Je pense en tous les cas... que c'est le symbole de l'inégalité entre les hommes et les femmes, et que le sport doit être le symbole de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Bon, Charlotte Dornelas, vous allez pouvoir réagir, mais Caroline Yadan est donc l'auteur d'un rapport parlementaire avec le député du Rassemblement national Julien Audoul, qui a été publié le 5 mars 2025, qui évoque les dérives communautaristes et islamistes. Je le précise, elle parle de l'islamisme dans le sport. Et le simple fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est tellement révélateur de notre époque, c'est que tout le monde a tellement peur d'aborder ces sujets-là, même la radio, en l'occurrence RMC, que RMC s'est excusé, que vous avez un chroniqueur qui se retire, qui prend du retrait, donc c'est le monde à l'envers. Si on ne peut même pas parler d'islamisme en France et des dérives possibles de l'islamisme, je le répète, il ne s'agit pas de pointer la religion musulmane, mais simplement de pointer l'islamisme. Je trouve que c'est incroyablement révélateur. Et on écoutera les excuses du présentateur, Monsieur Bribois, qui effectivement, tous ces gens, en fait maintenant les gens sont terrorisés. Voilà. Tout le monde est terrorisé sur ces sujets-là et tout le monde est... Oh là là bon. Charlotte Dornelas. Mais parce on voit bien ce qu'il lui répond. Enfin, il y a quelqu'un sur le plateau qui lui dit « Non, mais derrière chaque voile, il y a l'histoire d'une femme qui décide de mettre le voile pour des raisons différentes. » Donc il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est une accumulation de droits individuels. Là, il ne faut pas s'étonner. On a créé des petits individualistes qui ne réfléchissent qu'en droits individuels. À chaque fois qu'on veut faire basculer la société dans un nouveau projet... On vous explique, si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que ça vous retire à vous ? Bon ils font pareil en fait. C'est le seul argument qui tient pour la vie de la société depuis des années et des années. Ce sujet-là, ils le voient par ce biais-là. Et il y a d'autres personnes qui voient l'harmonie de la société. Et l'harmonie, en l'occurrence, des mœurs et de la manière de vivre. Simplement, ce qui est assez stupéfiant, c'est que dans l'histoire de l'humanité, dans l'évolution de l'humanité, les frères musulmans, ils ne sont pas très originaux. Ils arrivent et par le nombre, ils veulent changer les mœurs pour les mettre à leur sauce, entre guillemets. C'est l'histoire de l'évolution de toute l'humanité. Dans une société, vous essayez de transformer les mœurs pour que la société soit à votre image. Bon, c'est ce qui se passe. Alors, donc il y a deux manières de regarder les choses qui s'affrontent et qui sont irréconciliables. Là, on le voit de manière absolument évidente. Maintenant, si les hommes politiques voulaient bien se poser la question, parce que la question, en effet, on le voit, la frontière est ténue. Porter le voile en soi n'est pas islamiste. Demander du halal à la cantine n'est pas islamiste. Ne pas vouloir se mettre nu dans les douches n'est pas nécessairement islamiste. Donc toutes ces revendications, elles sont portées par une partie de l'humanité, par une communauté, en l'occurrence, qui a grossi en France par le biais de l'immigration. Or, pendant des années, le seul fait de poser la question des conséquences culturelles, sans insultes, sans crainte, sans aller sur le terrain de la sécurité, simplement de l'harmonie culturelle, forcément transformée par le biais de l'immigration et par le nombre dans l'immigration, était vue comme de la haine, déjà. Et à la fin, les mêmes qui ont refusé de se poser cette question, au bout de 5 ans, disent « Ah oui, alors attendez, on vous a fait venir hyper nombreux, on vous a dit venez comme vous êtes, mais en fait pas vraiment comme vous êtes, parce qu'il y a vraiment des trucs, ça va pas le faire du tout. » Bah oui, mais c'est un peu tard en fait pour se poser cette question-là. Quand vous dites c'est un peu tard, c'est aussi poser la question de comment sera demain. Et je vous propose d'écouter Gilbert Bribois, et ce comment sera demain peut nous inquiéter. Mais ce que je trouve vraiment, je le répète, révélateur de cette séquence, c'est les excuses de Gilbert Bribois. Je veux revenir sur ce qui s'est passé jeudi dernier, qui a fait énormément réagir les auditeurs de l'After. Jeudi dernier, la présence de la députée Renaissance Caroline Yadan dans l'After a choqué beaucoup d'auditeurs qui ont exprimé leur déception sur X. Je veux dire ce soir à tout le monde que si nous avons choqué toute une communauté, eh bien, c'est que nous avons raté cette soirée, clairement, et j'en suis sincèrement désolé. Je veux quand même rappeler que l'After a fêté ses 19 ans le 4 avril. Depuis 19 ans, on a prouvé jour après jour qu'on était ouvert à tous les acteurs du foot, ici dans notre studio, à toutes les communautés, à toutes les religions, avec toujours le souci d'équilibrer les débats, et je pense que nos succès d'audience le prouvent. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, eh ben nous, on n'en choisit pas. Depuis 19 ans, on est libre, on est indépendant, grâce au soutien de la direction d'RMC qui ne nous a jamais imposé de ligne éditoriale. L'After ne roule pour personne. L'émission de jeudi a fait débat entre nous, dans l'équipe de l'After, même encore ce soir. Je veux d'ailleurs dire à Walid Acharchour qu'il sera toujours le bienvenu parmi nous, que l'After c'est sa maison et qu'on l'aime, Walid. Et il utilise un mot d'ailleurs qui est étonnant. Il dit on a choqué des communautés. Oui. Il n'y a pas de communauté en France. La République est une et indivisible. Donc il n'y a pas de communauté. Ça n'existe pas. Non, mais il semble surtout ignorer à quel point les frères musulmans sont des gens
entraînés, militants, obstinés, activistes, savent se faire remarquer, ont un projet qu'ils font avancer quoi qu'il arrive, d'une manière insidieuse. Il n'y a pas simplement le drapeau de l'islam qu'on fait flotter à travers le voile. Il y a toute une organisation derrière et qui est extrêmement active. Ils savent se mobiliser et pour reprendre quelque chose qui est cher à Charlotte, ils savent faire nombre. Ils savent faire nombre. C'est ça surtout. Une coïncidence, si vous permettez. Aujourd'hui, tout à l'heure, on remet au ministre de l'Intérieur, et j'y suis invité, le rapport sur les dérives sectaires. Je suis ancien président à Méville. Je n'ai jamais pu faire interdire une secte quand j'étais président. Jamais. Prenez l'exemple de l'ordre du Temple solaire. C'est pas interdit en France. Mais vous voyez, dans l'islamisme tel qu'on nous le présente, c'est une dérive de l'islam. Donc nous n'arriverons jamais à interdire un courant de ce type. La seule manière de le combattre, c'est effectivement culturel, sur le terrain, chaque jour, l'éducation nationale, les familles, voilà. Donc nous sommes face à un défi de société. Certains disent que c'est trop tard. Est-ce que vous diriez qu'RMC démissionne? Est-ce que c'est une forme de démission, ce que vous avez entendu? Ah oui, là, je suis très choqué de voir ces excuses présentées. C'est ça la question, hein? Oui. Oui, mais je suis très choqué par cela. Parce qu'on a le droit dans notre pays de dire que le sport doit être à l'abri de tout entrisme religieux. On a le droit de le dire. Et présenter des excuses, c'est quelque part une capitulation, je dirais. Mais c'est surtout que... Et c'est contraire notamment à la position du président de la Fédération française de football, hein, qui lui est très clair là-dessus, M. Diallo. Non, mais dans les excuses qui sont prononcées, bon, je passe sur le tacle au voisin, parce que c'est pas de notre faute, c'est de la faute de CNews, on a bien compris quoi qu'il arrive. À l'heure où certains choisissent leur camp, bon, voilà. Mais nous on choisit pas l'autre. D'ailleurs, il le choisit son camp, si j'ose dire. Oui, mais au-delà de ça, c'est ça qui est drôle. Il le choisit bien. Il s'adresse à des maternelles. Oui. Et il est capable d'expliquer pourquoi il a invité cette femme, pourquoi elle a le droit de dire ce qu'elle dit et pourquoi c'est important qu'elle puisse le dire. Parce qu'ils ont peur. Voilà, quand vous avez compris ça, je veux dire, ils sont terrorisés. Ce qui donne donc raison. Parce qu'ils disent même en dehors du studio ce qu'ils ne disent pas derrière un micro. Ils sont terrorisés par cela. Qui est avec nous? Thomas Hill. A priori. Thomas Hill.